Mmh. Donc, du coup, je vais faire une mini présentation. Donc, bienvenue sur la chaîne de Domicile Adoré. Mmh. Donc, ici, on parle de musique, de lecture et de personnes inspirantes. Et du coup, aujourd'hui, on va accueillir Camille, qui est le deuxième Bonjour. portrait de la chaîne. Donc, le format est un peu différent aujourd'hui vu que je suis à l'étranger, je suis à Cambridge. Donc, on était obligé de faire ça en ligne. Mais donc, Camille, est-ce que tu peux te présenter en juste deux trois mots, un peu, juste comme ça? Et bah, du coup, je m'appelle Camille, j'ai 25 ans Mmh. maintenant, depuis quelques jours, et je suis sage-femme. Je suis française de base et expatriée à Bruxelles depuis 7 ans maintenant et voilà, c'est à peu près OK. tout. Ouais, c'est parfait. J'aime bien lire aussi, enfin, on a pas mal de centres d'intérêt, communs. Ouais. Donc pour la petite histoire, Camille et moi, on se connaît depuis, 4 ans, un truc Je sais comme pas ça, combien de temps 3-4 ça fait. ans. Ah Ça fait 10 ouais, ans déjà? maintenant. Ouais, je pense, hein. Putain, ça fait Et ouais, c'est vrai. et du coup, on a créé un club de lecture avec Elise, Oui! big up. Et Coucou Elise! donc du coup, en effet, on a pas mal de centres d'intérêt communs. Du coup, en fait, Camille, genre, je voulais juste, beh, parce que je trouve que le boulot de sage-femme, c'est un boulot qui est pas, tellement connu. Enfin, si, évidemment, c'est connu, mais je veux dire, les gens se rendent pas forcément compte, de ce qu'est-ce que c'est sur le terrain. Et donc, je me Ouais. demandais si tu pouvais expliquer un peu c'est quoi, une journée type pour toi dans ton travail? Alors, une journée type pour une sage-femme, ça va dépendre de où est-ce qu'elle travaille, parce qu'une sage-femme, ça travaille pas que en salle de naissance, ça peut travailler dans plein de domaines différents. Et pour ma part, je parlais en Belgique parce qu'en France, c'est un petit peu différent. Elles ont plus de droits. Donc, elles peuvent suivre, par exemple, des femmes qui sont pas du tout enceintes pour leur suivi gynécologique, etc. En Belgique, c'est pas le cas. Mais donc, en Belgique, tu peux aussi bien travailler en consultation prénatale, donc quand la patiente elle est encore enceinte et elle doit faire suivre sa grossesse. Donc tu fais des consultations. C'est toujours dans le cadre de grossesse physiologique, donc dès qu'il y a de la pathologie, la patiente elle est référée à un gynécologue. Mmh. Mais donc une patiente peut tout à fait être suivie par une sage-femme toute sa grossesse. Elle doit juste avoir ces 3 échographies faites par un gynécologue. Euh, mais voilà, du coup, tout le reste peut être suivi par une sage-femme. Donc, la sage-femme, elle peut faire ça. Elle peut aussi travailler donc, en hospitalier. Elle va faire donc, les consultations prénatales, l'hospitalisation prénatale. Donc, c'est si jamais il y a des grossesses à risque, donc une menace d'accouchement prématuré, une pathologie. Tout ce qui se passe pendant la grossesse qui nécessite une hospitalisation, les dames, elles sont mises dans un service exprès. Donc, elles peuvent travailler là-dedans aussi, les sages-femmes. Mmh. Puis après, il y a la fameuse salle d'accouchement que tout le monde connaît et qu'on imagine dès qu'on parle du métier de sage-femme. Et une fois que les dames elles ont accouché, et ben, elles ne restent pas en salle d'accouchement, elles vont à la maternité. Et donc là, elles y restent, ça dépend en moyenne, c'est 2, 3 jours, voire un peu plus en fonction de comment s'est passée la naissance et comment se passe l'après. Et donc les sages-femmes travaillent là aussi. Et donc ce qui diffère avec les sages-femmes françaises par exemple, c'est on s'occupe de tout en Belgique. Donc quand la maman elle est à la maternité, on s'occupe aussi bien d'elle que de son bébé. Ce qui n'est Mmh. pas le cas en France. En France, elle s'occupe que des mamans. Et OK. c'est des infirmières puéricultrices qui s'occupent des bébés. Et donc bah, ça, je pense qu'on y reviendra après, mais c'est une des raisons pour lesquelles on reste ici pour le moment. Et juste, Euh, c'est intéressant parce que tu dis: «Ouais, le la salle d'accouchement, tout le monde, se fait trop un film dessus et tout». Hem, Selon toi, c'est quoi le gros cliché que les gens ont s'ils connaissent pas du tout et qui se passerait dans le un métier de la sage-femme ouais, ou ouais ou plutôt ouais. même, au niveau de la salle d'accouchement, qu'est-ce que ce serait Ben, le gros cliché qu'on a? je pense que les gens s'attendent à ce que ça aille très vite et à ce que en fait on a beaucoup de clichés qui nous viennent des films, des séries où genre la dame elle perd les os et puis dans la seconde elle se met à hurler et elle a son bébé dans les 10 minutes qui suivent. Alors c'est pas du tout le cas. Enfin, ça peut arriver mais franchement c'est très rare. OK. Mais je pense que c'est ça le plus gros cliché et enfin, surtout
la non-connaissance, c'est de penser que ça va aller très vite et qu'il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de... Alors que la plupart du temps, déjà, on commence à pousser dans le calme. La poussée, c'est pas en continu, c'est que quand il y a une contraction, les contractions, c'est toutes les 2 à 3 minutes ou toutes les Mhm. minutes, mais il y a quand même du repos entre, et donc c'est pas du tout de l'adrénaline de Mhm. il faut pousser, il faut pousser, comme on peut le voir dans les films ou les séries Et ou n'importe quel. est-ce que toi, genre, ça t'énerve quand tu vois des films où ils présentent l'accouchement comme ça ou bon, t'as Ça appris à... dépend, ça me fait plus rigoler, mais ça dépend, ça dépend. Parce qu'en soi, c'est des scénarios qui peuvent arriver. Une dame où c'est son quatrième bébé, si elle a un petit peu de contraction puis elle a sa poche qui se rompt, oui, elle peut accoucher très très rapidement. Mais ça me fait juste rigoler, ça m'énerve pas. Enfin, voilà. Ouais. Après, je trouve que c'est dans les séries, les films, je pense qu'ils auraient beaucoup à apporter à juste. Je pense que ça existe d'avoir des sages-femmes qui peuvent juste donner leur avis sur le film et diriger un peu, dire bah voilà, pour ce genre de scène, il faudrait peut-être mieux faire ça Mhm. plutôt que de le voir comme ça. Mais non, je me formalise pas, c'est pas grave. Ok, je C'est pas comprends. moi qui vais faire changer la vision de l'accouchement au cinéma. Et du coup, donc, qu'est-ce que tu dirais? Enfin, comment est-ce que tu trouves que le boulot de sage-femme, c'est un boulot angoissant? Euh, c'est un boulot. C'est pas angoissant, mais Mhm. c'est très prenant. Et c'est super marrant parce que j'ai eu une conférence il y a pas longtemps, enfin une conférence, une présentation, et une collègue qui nous présentait du coup nous disait qu'il y a une sage-femme en Angleterre qui a donné un parallèle avec notre métier, avec le cygne. Et c'est qu'en fait, on est, donc tu vois, un cygne sur un lac, Mhm. tout est plat, le cygne il avance tout doucement comme ça. Donc nous c'est un peu ça, quand on est dans les chambres avec les patients, tout est calme, enfin on fait en sorte que ce soit calme, une ambiance sympa, etc. Et en fait quand tu passes en dessous de l'eau, et ben, tu vois les pattes du cygne qui font comme ça. Et en fait c'est vraiment ça, on est tout le temps rien n'est stable. Donc, on surveille tout le temps le rythme du bébé, on surveille tout le temps la maman. Et du coup, ça amène une sorte d'hypervigilance qui finalement te prend énormément d'énergie. Euh, et la douleur des gens, ça te prend aussi beaucoup d'énergie. Enfin, ça te procure beaucoup, beaucoup d'émotions, de réactions qui font que physiologiquement, t'es pas censé, je pense, tout le temps vivre des trucs comme ça. Et Mhm. donc, ça crée ouais, une fatigue émotionnelle et physique. Mais je dirais pas que c'est angoissant. Parce que enfin, tu connais ton travail, tu connais tes limites, tu connais la limite de la physiologie et de la pathologie, là où ça va pas. Et en tout cas, moi, je parle pour moi, dans mon hôpital, on est entouré de médecins, donc s'il y a un problème, on se réfère directement au gynécologue. Et en fait, la responsabilité, elle repose pas que sur mes épaules. Elle repose quand même un petit peu sur moi, mais je sais que je peux me référer en un coup de téléphone à un gynéco, il peut être là directement. Enfin, voilà, Mhm. donc pas angoissant, mais très très prenant et bien fatigant, ouais. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait 3 ans que je travaille. J'ai été diplômée en juillet 2019, donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et Ok. j'ai pas travaillé tout de suite dans l'obstétrique pure. J'avais une place en néonatologie, donc c'est là où on s'occupe des bébés prématurés ou des bébés qui ont besoin d'une hospitalisation. Donc ça, c'était un petit peu le tout nouveau parce qu'en fait, pendant mes études, on a des cours de néonatologie et on a des stages, mais on n'a que 3 semaines de stage. Et Mhm. moi, j'ai été dans un hôpital où en fait, c'était une toute petite néonate et il y avait que des bébés qui allaient bien et qui allaient bientôt rentrer à la maison, quoi. C'était Mhm. plus du tout... Enfin, c'était pas du tout de l'intensif. J'avais jamais vu un bébé en couveuse. Donc, Mhm. on m'a dit, ouais, bah, tu vas travailler là. J'étais là, ok, mais il va falloir tout m'apprendre parce que moi, je connais rien. Et finalement, c'est ce qui s'est passé et ça a été aussi une bonne découverte. Et du coup, j'ai fait 1 an là-bas. Et Ok. après, j'ai été transférée en maternité, donc après l'accouchement. Mhm. Et là, depuis août 2021, je suis en salle d'accouchement. Ok. Et est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête si je te dis, par exemple, ta plus belle expérience et ta plus mauvaise expérience?
à l'hôpital? Bah, ma plus belle, je dirais mes plus belles, c'est les accouchements où tu as une connexion très forte avec le couple, où ils te font confiance vraiment à 100% et où tu fais partie de leur bulle, quoi. Et ça, généralement, quand tu ressors, enfin, déjà, quand le bébé naît, c'est un truc de fou. Enfin, t'es presque aussi ému que les parents, et voilà. Et quand tu sors de là, t'es vidé. Les parents découvrent leur bébé et que tu ressors pour faire bah, reprendre ton travail en fait et reprendre tes dossiers, etc. Et ben en fait, t'es juste sur un petit nuage. C'est comme si t'étais drogué, quoi, vraiment. Et c'était un shoot d'ocytocine qui fou, ça te fait tout planer comme ça. Et j'ai en tête un accouchement où je faisais la deuxième sage-femme. Donc en fait, quand tu fais un accouchement, donc il y a la sage-femme principale qui fait pousser la dame. Et quand le bébé est bientôt là, on appuie sur un petit bouton qui fait sonner dans le couloir. Et il y a une collègue qui vient pour accueillir le bébé, pour le sécher, pour que nous, on puisse rester au périnée de la maman pour au cas où elle saigne ou qu'il y ait quoi que ce soit Mm. d'autre. Et en fait, moi, je faisais la deuxième sage-femme. Donc, c'était même pas ma patiente, mais c'était juste. La dame était à quatre pattes. À chaque fois qu'elle avait mal, en fait, elle disait le prénom de son bébé juste en se berçant. Elle n'était plus avec nous, elle était dans son monde. Et Mm. elle l'accompagnait comme ça. Ce bébé est sorti, donc il avait sa tête de sortie. Et il a commencé à pleurer, à ouvrir ses yeux alors qu'il n'était même pas encore né, quoi. Il avait juste sa tête de sortie. Et c'était juste trop, trop, trop beau. C'est elle qui l'a prise après sur elle. Mm. Et en fait, avec ma collègue, on avait les larmes qui coulaient comme ça. Et moi, je savais plus ce que je devais faire. Parce que quand même, la deuxième sage-femme, à part sécher le bébé, elle doit faire d'autres choses. Elle doit préparer Ouais. du matériel, elle doit administrer des médicaments pour être sûre que tout se passe bien après. Et j'étais vraiment juste shootée. Et je savais même plus ce que je devais faire. Et, enfin, Mm. voilà. Donc ça, c'est la plus belle expérience. Après, pire expérience, bah, je dirais tout ce qui est mort fétale, évidemment, parce que ça arrive, hein. Je me souviens d'une dame qui est arrivée, donc quand on travaille en salle d'accouchement, on travaille aussi dans la zone d'accueil. On appelle ça, nous, le tri. Alors, c'est pas très bien vu, mais on va dire la zone d'accueil. C'est Ok. là où, justement, on fait un peu Le le tri. tri des elles doivent aller en salle d'accouchement? Est-ce qu'elles doivent aller dans l'hospitalisation des femmes enceintes ou est-ce qu'elles peuvent rentrer à la maison? Et du coup, j'ai une madame qui arrive parce qu'elle sent plus son bébé bouger. Et en fait, ben, moi, j'appelle directement la gynécologue parce que bah, c'est comme ça que. Enfin, je peux pas risquer d'aller en salle d'examen, d'essayer moi de faire une échographie, de Mm. voir qu'il n'y a pas, il y a plus de cœur ou quoi. Et après d'être là devant la dame, moi je peux pas donner de diagnostic, c'est le médecin qui doit le faire. Donc du coup la gynécologue est arrivée directement et effectivement le bébé était décédé. Et donc c'est les pires expériences parce que après bah, tu as l'annonce, tu as tout le suivi et puis après l'annonce il faut faire plein de tests pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est souvent, enfin c'est difficile de trouver sa place pour déjà accompagner les gens. Mm. Et trouver les bons mots et puis continuer à faire son travail quand même parce qu'il y a quand même des choses médicales à faire et c'est délicat, tu vas te dire bah, en fait je dois vous faire une prise de sang, puis on va devoir faire un frottis, puis ceci, puis cela, enfin Mm. c'est compliqué quoi. Mais voilà, c'est les pires choses de toute façon. Notre métier voilà, c'est la vie mais c'est aussi la mort et c'est comme ça, malheureusement. C'est beau, ouais, c'est beau. Euh, ok, et du coup, tu disais que pour toi, le métier de sage-femme était peut-être un peu plus valorisé en Belgique qu'en France. On pourrait peut-être un peu Je développer sais ça. pas s'il est mieux valorisé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est mieux payé qu'en France, mais le niveau de vie en Belgique est quand même plus élevé qu'en France. Mhm. Enfin, c'est pas le niveau de vie en fait, c'est tu vois, les courses, etc. Si, c'est le niveau de vie en fait. Ouais, c'est plutôt le pouvoir d'achat, je pense. Ouais, enfin, en gros, tout est un petit peu plus cher en Belgique, donc c'est pas Ah, étonnant c'est qu'on ça. soit un peu plus payé, mais on Le est quand coût de la même vie, le coût mieux de la vie est payé, plus je cher. pense. Voilà, le coût de la vie. Donc, à ce niveau-là, on est plus valorisé. Après, de mon point de vue, au niveau du métier, en fait, c'est juste qu'on a une vision totalement différente du métier de sage-femme, je pense, entre la France et la Belgique. Mhm. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Je veux pas attirer les foudres de sage-femme française ou quoi. J'ai des copines qui sont sage-femme en France et ça leur convient très bien. C'est juste que je trouve qu'il y a un... Bon, déjà.
il y a beaucoup plus de pénurie en France. Donc, c'est des services qui sont pleins à craquer, des sages-femmes qui sont débordées et qui, vu qu'elles ont plus de responsabilités que nous en Belgique, et bah, du coup, on leur laisse faire encore plus de travail. Tu vois, genre des actes médicaux que nous, on appellerait un médecin, elles peuvent le faire. Et donc, elles ont encore ça en plus à pouvoir faire, ça en plus comme papier à faire. Et donc, c'est un cercle un peu vicieux de voilà, d'avoir beaucoup, beaucoup de choses à gérer et beaucoup de responsabilités pour le peu de salaire qu'elles ont, malheureusement. Et donc, comme je disais, bah, par exemple, en maternité, c'est que le côté maman obstétrique. En Belgique, on voit un peu les sages-femmes françaises comme des mini-gynécologues parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup de savoir technique, elles savent faire beaucoup de choses techniquement. Mais c'est vrai qu'au niveau du global, c'est un peu moins ça, mais parce qu'elles ont d'autres capacités, enfin, elles savent faire plus de choses, quoi, et ça leur demande beaucoup plus de temps. Mais en Belgique, ben voilà, à la maternité, c'est autant le bébé que la maman et ça permet de prendre en charge vraiment un couple entièrement, quoi. Mhm. Et ça permet à ce que les parents ils voient qu'une seule personne de A à Z. Bon, bien sûr, il y a les changements d'équipe, mais c'est une seule personne qui s'occupe et de maman et de bébé. Ça permet de faire des soins plus inclusifs. Et j'ai l'impression que dans ce sens-là, c'est un peu plus respectueux des patientes. Après, c'est que mon avis, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça que le métier de sage-femme en France m'attire pas des masses, quoi. Vraiment Ok. pas. J'ai l'impression que c'est très médicalisé. Moi, dans mon hôpital, on est quand même très, très. Enfin, on est axé sur la physiologie. Alors, c'est un gros hôpital, donc on a beaucoup de pathologies, Mhm. forcément. Mais dans cette pathologie, on arrive quand même à, je trouve, accompagner et réussir à respecter la volonté des parents, et etc. etc. quoi. Donc, Ok. voilà. Trop cool. Et du coup, toi, dans ta vision, tu préférais être le mini gynécologue que... Non, Non? non, 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 pas du tout. Non, moi j'aime mettre la. Je me vois un peu comme une petite souris, tu vois. Mhm. Parce que, mine de rien, c'est du gros travail qu'on fait. Les Mhm. gynécologues, ils sont là que en renfort si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Mais je préfère. Je veux pas porter cette responsabilité. On n'imagine même pas la responsabilité que les gynécologues, ils ont. Je me vois pas du tout être comme ça. Et les actes techniques m'intéressent, mais pas au point d'avoir envie de pratiquer comme des sages-femmes françaises peuvent le faire. Ce qui me manquerait peut-être un peu ici, c'est si un jour j'ai envie de travailler en libéral, avoir un cabinet ou quoi. Peut-être que le côté gynécologie pré-grossesse, donc pour les femmes dès l'adolescence, me manquerait. Ça me dirait bien de le faire. Ok. Mais après, le reste qu'elles font, ça me dérange pas d'assister ici en Belgique à un gynécologue pour faire ce qu'elles font toutes seules. Ok. Vraiment pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu un moyen de décharger les gynécologues sans augmenter la rémunération et la reconnaissance des sages-femmes, un peu en toum comme ça, tu vois. Ah mais vous êtes génial, vous savez, vous avez les capacités de faire ça, faites-le. Mais en fait, derrière, t'as pas la rémunération. Donc en fait, enfin, t'as pas la rémunération, mais t'as toutes les Ouais, t'as toutes tes responsabilités. responsabilités, quoi. Ouais. Si ça se passe mal, et ben c'est pour ta tronche, quoi. Donc non, moi ça m'intéresse pas. Après peut-être que ça changera, hein, mais franchement pour le Mhm. moment, on a quand même des actes techniques en Belgique pour les sages-femmes, on fait quand même des choses, mais ce qu'ils font, ça nous intéresse pas. Enfin moi ça m'intéresse pas pour le moment. Ok. Et autre petite question, c'est quoi les horaires genre, moyens d'une sage-femme à temps plein? Alors donc déjà c'est du 38 heures semaine comme à peu près partout en Belgique, je pense, le Mhm. temps plein. Mais donc ça dépend des hôpitaux. Moi dans mon hôpital on peut faire soit des 12 heures, soit des 8 heures. Soit même des 6 heures en salle d'accouchement, ça c'est un peu chiant Mhm. parce que du coup tu reviens vraiment souvent. Mais la plupart du temps c'est du 8 heures ou du 12 heures. Donc le 8 heures c'est avec 30 minutes de pause et le 12 heures c'est avec 1 heure de pause. Et donc bah, c'est du 7h 15h30 pour le 8 heures ou alors 13h 20h30. Ok. Et sinon c'est du 8h 8h30 20h30 ou 9h 21h. Enfin voilà, c'est des tranches Et horaires comme ça. est-ce que vous devez faire des nuits ou... Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Combien de Bah, il fois y a par on appelle ça les veilleuses, les sages-femmes qui veulent absolument faire que des nuits. Il y Mhm, en a qui aiment vraiment ça et qui ont leur vie qui est organisée comme ça. mhm, Et donc elles font que des nuits, mais évidemment elles sont pas suffisantes pour que nous on puisse pas en faire. Donc nous on doit en faire quand même. Ça dépend de nouveau des services des hôpitaux. Moi c'est un mois sur deux généralement, mais mhm, à la maternité c'est genre 3 semaines tous les 2 mois. Ça dépend du nombre qui est nécessaire de sages-femmes. En salle d'accouchement on doit toujours être 5 dans mhm, mon hôpital, et à la maternité la nuit on doit toujours être 2. Donc en fait, ça réduit, vu qu'il y a quand même pas mal de veilleuses, il n'y a pas besoin d'avoir autant que ça. mhm. Voilà, on doit quand même en faire. Et donc là, c'est du 20h15, 7h15 ou 8h Ok. ou 20h30, 7h30. Voilà. Et donc, tu disais, donc, tu es restée en France, près de Paris, jusque Ouais, dans la campagne de l'Essonne, ceux qui l'Essonne. connaissent. Gros big up à l'Essonne. Au Euh, numéro 1. donc, tu es restée là jusqu'à tes 18 ans. 17 même. Je suis partie à 17 ans de chez moi parce que, comme toi, je suis née en octobre. Et du coup, Ouais, je suis partie en fin août. ouais, c'est Donc, ça. Donc, tu je avais revenais. fini tes études à 17 ans. Tu es partie fin Ouais, août. Tu as commencé ouais, tes études de sage-femme. Et donc, ouais. tu as directement emménagé à Bruxelles. Ouais, Mhm. Et direct. puis, Bah, déjà, ça a été tout un parcours du combattant pour réussir à être prise dans les écoles à Bruxelles. Enfin, j'étais ultra motivée, hein. Donc, ouais. dès un an avant d'avoir mon bac, j'étais déjà prête avec tout ce qu'il fallait, les papiers. Je savais dans quelle école existait, qu'est-ce qu'il fallait. Enfin, c'était limite trop, mais j'étais bien préparée. Mais du coup, c'était mi-août que j'ai dû déposer tous mes dossiers. Mhm. Et puis, ben, j'ai été tirée au sort fin août. J'ai Mhm. été tirée au sort, je pense, 4 ou 5 jours avant la rentrée. Non, ça Mhm. me paraît. Attends. Non, je te dis n'importe quoi. Non, parce que la rentrée, c'est genre vers le 14 septembre, un truc comme ça. Et c'était vraiment fin août, genre le 28-29 août. Donc non, j'ai eu quand même du temps, mais ça m'a paru très rapide dans ma tête qu'il fallait vite déménager. Et voilà. Et du coup, ouais, je me suis installée à Bruxelles et directement. Et je suis pas repartie, du coup. Je suis encore là. Ouais. Et comment s'est imposée un peu cette décision de rester une fois que tu as eu fini tes études? Est-ce que c'était peut-être clair déjà dans ta tête que tu allais faire tes études ici, mais que peut-être tu allais rester, ou bien de base, quand tu es arrivée, tu allais venir et puis repartir? Je pense que de base, je m'étais dit que j'allais venir et repartir, mais j'avais pas trop pensé à ça. Pour moi, la Belgique, c'était l'option pour pouvoir faire mes études, parce qu'en France, c'est quand même un autre level pour être sage-femme. Enfin, là, une médecine, elle est quand même hyper sélective, et moi, je m'étais inscrite, hein, j'ai été prise, j'avais pas le choix, mais j'étais inscrite à l'université en attendant les réponses de la Mhm, Belgique, hein, mais je m'étais pas dit d'office je rentre, d'office je reste. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Tout ce qui m'importait en fait, c'était de commencer mes études de sage-femme. mhm, Et, euh, et en fait, ben, c'est juste que Quentin, du coup, mon copain, il était encore aux études. Parce que mhm, lui m'a rejoint. Moi, je l'ai fait venir à Bruxelles pour faire ses études. Donc, on avait 2 ans de décalage au niveau des études. Donc, quand moi j'ai fini, bah, lui, il lui restait encore 2 ans à faire. Et mhm, donc, bah, je n'allais pas repartir déjà. Et puis, entre-temps, j'ai quand même bien maturé l'idée que la sage-femme française, la sage-femme belge a des pratiques vraiment différentes et qui ne correspondent pas spécialement. Et puis bah finalement j'ai quand même construit ma petite vie ici, et enfin on adore Bruxelles, on s'y plaît vraiment beaucoup, donc il n'y a pas eu trop la question de repartir. La question de partir ailleurs, dans un autre pays que la France pour voyager ou juste s'installer, refaire la même expérience qu'ici, mhm. ça s'est posé et ça se pose encore un petit peu, mais pas de repartir en France pour le moment, pas du tout, du tout. Ok. Mais du coup, donc là, vous avez vraiment genre construit votre vie vu que vous comptez vous installer là Oui. définitivement. Euh, et qu'est-ce que ça te fait, en tout cas toi, de te dire que tu as vraiment un peu, entre guillemets, abandonné ta vie dans ta campagne parisienne là? Bah, en fait, j'ai l'impression que d'être partie, ça m'a fait déjà beaucoup évoluer. Enfin,
quitter son pays, moi, c'est avant de venir ici. Je connaissais pas du tout la Belgique, enfin, j'ai un peu honte de Ouais. dire ça, mais vraiment, je connaissais pas. Je me souviens vaguement que deux, trois fois, on était partis en camping avec mon père. Je m'étais fait pote avec, une fois avec des Néerlandais, enfin des Belges Mm. néerlandophones flamands, et une fois avec des Belges francophones. Mais Mhm. je visualisais pas du tout ce qu'était la vie en Belgique. Alors bon, y a rien de transcendant par rapport à la France, hein, ça Ouais, revient à peu près au même. C'est pas le dépaysement de ouais, fou, c'est mais c'est clair. quand même. J'ai beaucoup aimé l'expérience de partir de mon pays pour en découvrir un autre. Et clairement, enfin, ça ouvre vraiment l'esprit de le faire. Et t'es beaucoup moins auto-centré quand tu fais ça. Enfin, on connaît tous la rivalité France-Belgique et les petites Mm. guéguerres et tout, mais franchement, euh, pour prendre la défense de la Belgique, je comprends. Moi, quand je croise des Français en vacances ou quand j'en croise même ici, des fois enfin, j'ai envie de leur dire stop, vraiment, vous me faites honte, quoi. Et ça, c'est un truc qui s'est développé au fur et à mesure de vivre ici et d'avoir une ouverture d'esprit qui a évolué et de se rendre compte que bah t'es pas auto-centré sur ton pays, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde et c'est pas que toi, tu vois. Bon Mm. après, je pense qu'en Belgique, ça doit être, enfin, il doit bien y avoir des gens comme ça aussi, hein, qui sont Ouais. centrés sur eux, mais je pense qu'en Belgique, ce qui est différent, c'est que vous avez quand même des... Vous êtes souvent comparé à la France, quoi, et du coup, Mm. bah, ça aide Mm. pas... Enfin, voilà, c'est un peu ça. Mais la Mais ça question m'a que pas je me fait, je me posais, suis pas c'est dit, oh, j'abandonne mon pays. J'ai encore ma famille là-bas, j'y vais. Et voilà, je l'abandonne pas, c'est juste que c'est plus chez moi. Et en fait, quand je retourne chez ma maman, par exemple, Mhm. dans ma petite campagne, bah, pour moi, c'est mon enfance, c'est mon Mm. adolescence, c'est pas ma vie, mais c'est pas grave parce que Ouais. on évolue et on change d'endroit, quoi. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que tu te sens un peu belge maintenant? C'est un Oui, peu bah, je bizarre de suis dire belge ça. maintenant. C'est un peu... Mais voilà, c'est ça, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est juste que je me dis, une fois que tu as vraiment, comme tu dis, tu as vraiment construit ta vie ici, pour l'instant, Ouais. tu comptes t'installer définitivement ici. Donc je me dis, à un moment où il y a dû avoir un switch dans le cerveau et de se dire, bon, ben en fait, Ouais, je suis un peu mais belge c'est bizarre maintenant. parce que ça me fait penser, j'ai vu un gars qui expliquait que bah, lui, il a été expatrié aussi et il disait, bah, ici, je suis expatrié et là-bas, je suis aussi expatrié. Enfin, tu vois, Mm. c'est comme si on n'appartenait plus à un pays parce que bah, quand tu es en France, on te dit oui, mais toi, tu es la Belge, tu vois. Et puis quand tu es en Belgique, oui, mais toi, tu es la Française. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué de se trouver une case. Bon, on y a remédié, du coup, vu qu'on a fait notre demande de nationalité et que Mhm. maintenant, on est belge aussi. Ouais. Mais j'ai pas souvenir d'un moment particulier où je me suis dit, c'est bon, je suis belge. Ouais. Genre à la Coupe du Monde ou à l'Euro, je soutiens autant la Belgique que la France, tu vois. Je Ouais, mais suis, ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu ridicule, mais ok, je vois ce que tu veux dire. je vais Mais c'est pas marrant huer parce les Français comme certains Belges peuvent le faire, ouais, ouais, c'est ça, je comprends. Ok, mais il et n'y a pas vraiment du coup, de... enfin, est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport à ces deux trucs-là? Parce que sinon, après, je pensais switcher un peu encore de sujet. Euh, non, je pense que... Non. Ah moi, oui, c'est toi, oui, c'est c'est ça que je voulais te demander. Alors, est-ce que, quel conseil tu donnerais Ouais. à quelqu'un qui s'expatrie comme ça, par exemple, comme toi pour ses études? Genre, est-ce que toi, tu as Mais eu... je pense que ça dépend de quelles études, Mhm, vraiment. Et de se renseigner au maximum. Moi, j'avais pris contact avec des Françaises qui étaient parties pour avoir des conseils, savoir comment ça se passait pour elles. Et je me suis juste renseignée et je pense qu'il faut vraiment le vouloir parce que si tu le veux pas, ça peut être très compliqué à vivre. Moi, j'ai foncé, mais genre tête baissée, quoi. J'avais qu'un seul objectif, c'était ça et j'étais mhm, prête et en fait, des fois, je me dis, wow, c'était quand même intense d'être autant sûre de soi. Et voilà, mais c'est parce ouais, que je voulais que faire ça. Et je sais que ma mère, souvent, elle me disait, mais t'es même pas triste de partir et tout. Et j'étais, ah, mais non,
je suis pas triste en fait. Je me rends pas compte, je vais enfin pouvoir faire mes études, genre, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Ouais, en Bon fait, tu avais après, voilà, tellement un peu presque ton rêve qui allait, mais enfin, c'est en ça, tout cas ton bah, objectif de vie. clairement, Et du coup, c'était mon c'était même objectif pas de vie. compliqué, quoi. Ouais, donc Ok, non, trop j'étais pas bien. triste du tout. Et ça marquait aussi un chapitre dans ma vie important. Et je pense que ça m'a aidé à m'émanciper et à être plus autonome. Et Mhm. voilà, enfin, de toute façon, j'ai pas eu le choix. Quand tu vis toute seule, après, bah, faut se débrouiller, gérer ton budget, tout ça, quoi. Mhm. C'est plein de choses. Mais donc, Ouais. je pense que se renseigner au maximum et essayer de prendre contact avec des gens. Mhm. Après, j'ai pas d'autres Et conseils. encore pour revenir bah, du coup au boulot de sage-femme, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une toute jeune qui vient de sortir de ses études là? C'est son premier jour demain. T'inquiète, ça va aller. C'est son premier jour. Non, mais en fait, bon, encore une fois, je pense que ça dépend du travail, mais t'es entouré de personnes qui ont plus d'expérience que toi et qui vont t'apprendre. Et en fait, tu sais des choses, mais tu vas tout apprendre. Tu, Mhm. tu, tu sais rien en fait. Tu as l'impression que tu sais beaucoup de choses, mais tu sais rien. Et c'est en pratiquant, c'est en étant en contact des gens que tu vas affiner le sens clinique de comment tu vois la patiente. Tu vas te dire, ah, elle, je pense à ça, je pense qu'elle a ci. Et en fait, tout ce que tu vas acquérir, c'est au fur et à mesure où tu vas travailler. Et c'est pas grave de pas savoir. Et normalement, tes collègues sont là pour répondre à tes questions, pour t'accueillir comme il faut. Et si elles le font pas, fais gaffe où est-ce que tu travailles. Mhm. Yes. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Euh, Exactement. et aussi, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je perds le fil de mes pensées. Mais oui, c'est ça. En fait, je te donne mon avis extérieur, mais j'ai aussi genre pas mal d'infirmières dans mon entourage, puisque ma mère est Ouais, infirmière et ma meilleure amie est infirmière. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, sage-femme et infirmière, c'était un peu associé, quoi. Parce que toutes les ouais, deux, vous travaillez dans des salles à l'hôpital, vous soignez des patients. Donc, pour moi, ouais. c'est comme si tu travailles en salle d'accouchement, bah, tu travailles en, Ouais, euh, ouais, en en oncologie ou en oncologie, gériatrie. etc. Ouais, Et ouais. est-ce est-ce que du coup, en salle d'accouchement ou en maternité, comme tu as expliqué, est-ce que vous avez quand même des infirmières? Non, dans mon hôpital, non. Peut-être Mhm. qu'il y a d'autres endroits, oui, mais je pense pas. Non, on fait tout. Et notre différence avec des infirmiers infirmières, c'est juste on est entre le paramédical et le médical. Ok. On a le droit de prescrire, de prescription. Les infis l'ont pas. En fait, on doit moins se référer. Une infi doit toujours se référer au médecin pour poser n'importe quel acte, et nous pas. C'est ça une des différences. Et aussi, on est dans l'art de. Ah non, c'est quoi? Non, je vais dire des bêtises. J'ai plus en tête les mots, mais en gros, elles sont vraiment pour soigner la maladie, et nous, on est dans la physiologie, tu vois. Nous, ça va bien. On gère tout ce qui est normal. Elle gère toute la patho, etc., etc. Mhm. Donc, bah, c'est deux métiers différents. Ouais. Clairement, on fait pas les mêmes choses. Il y a des actes qui se retrouvent forcément, mais c'est deux métiers bien distincts. Et d'ailleurs, avant, en fait, tu faisais infirmière et après, tu avais une spécialisation sage-femme. Mhm. Euh, Moi, pendant mes études, ça faisait 2 ans que c'était passé. Ou 2 ans avant, en fait, tu avais les 2 premières années des études qui étaient en commun avec les infis et après, tu faisais 2 ans de spécialité. Et moi, c'est juste, j'avais quelques cours, genre anatomie, des trucs biochimie, des trucs généraux, où ça, c'était avec les infis, mais en dehors, tout ce qui était soins infirmiers, parce qu'on fait quand même des soins infirmiers, Ouais. c'était spécialisé sage-femme. Genre, on n'a pas appris à poser une sonde urinaire chez un homme, par exemple, parce que Ouais, ça n'a aucun zéro intérêt intérêt. pour vous. Ouais. Mais il y a enfin, des sages-femmes qui ont été diplômées 2 ans avant moi, elles ont dû apprendre ça avec les infirmiers. Donc Ouais. voilà. Il y a des différences et effectivement, nous on entend souvent ah, je te rappelle, il y a l'infirmière qui arrive. Voilà. On Ah grince oui, un peu c'est des dents. ça. C'est comme ça. De toute façon, on peut pas. Voilà. Juste quand c'est quelqu'un d'extérieur, enfin quelqu'un, un membre du personnel ou quoi, qui fait le truc, on le taquine en disant bah non, tu sais, tu vas pas durer longtemps si tu dis qu'on est infirmière ici, hein. Tu vas vite Ouais. repartir de là où tu. On rigole un peu avec ça, mais voilà. C'est Mais juste qu'on a parce plus de que, capacités. En fait, on est juste à un métier différent. Faut aussi pas mettre de grade ou quoi. On n'est pas au-dessus. C'est juste qu'on fait pas la même chose. hmm. Donc
voilà. C'est parce que justement, c'est pour ça aussi que je te posais la question avant, est-ce que c'est un boulot angoissant? Comment ça se passe à la salle? Tu me disais que c'était quand même très calme, qu'on essayait de mettre une chouette ambiance et cetera. Tandis qu'en fait, les infirmières, enfin, surtout depuis le covid, on entend aussi beaucoup plus de choses par rapport à ça, que, Ouais, c'est quand même, enfin, c'est quand même un peu horrible. Enfin, j'ai pas envie de dire ouais, horrible parce que j'ai pas non plus envie de mais c'est quand même hyper dur comme métier et ouais. pas vraiment valorisé, au niveau pécunier Non, pas du tout. et Pas du d'ailleurs tout. au niveau Après, social non plus. mm. Très Mais je pense qu'elle angoissant. elle gère que de la patho quasiment. Après, là, je vais encore parler pour quelque chose que je connais pas vraiment parce que je sais pas, mais de ce que je vois moi, c'est que tu gères de la patho. Nous, on est dans des moments heureux de la vie et donc Mmh. on a aussi là où c'est un peu plus heureux. Après, franchement, je dis pas qu'il y a des moments où c'est pas difficile quand ça a été le Covid. Ouais. Nous, on était un des services où on n'avait pas d'aide. En fait, les autres services infirmiers ont eu de l'aide pour aider les infis à s'habiller, les médecins à s'habiller, à désinfecter le matériel, etc. Nous, on était toutes seules, donc on a dû se débrouiller pour tout faire toutes seules. Et ça a été hyper, hyper, hyper lourd, franchement, de gérer les dames, enfin, gérer des femmes enceintes qui ont mal dans un Covid. T'es avec une blouse, un masque, un truc, un machin, et en fait, tu crèves de chaud et c'est compliqué. Donc voilà, après, je dis aussi que tout est calme, etc. C'est ce qu'on essaie d'instaurer, mais évidemment, il y a des urgences et Mmh. ça court partout. Et on essaye, la sage-femme qui s'occupe de la patiente, où ça part en cacahuète, elle essaie de rester focus sur elle, de la rassurer pendant que tout le monde s'agite autour. Mais c'est aussi Mmh. ça qui fait le travail d'équipe, c'est que bah, dès qu'il y a un problème, la sonnette d'urgence retentit et il y a tout le monde qui sait ce qu'il doit faire à quel moment Mmh. et pour faire les choses au plus vite, quoi. Mais je pense que c'est un métier complètement différent et c'est lourd, mais lourd d'une manière différente. OK. Bon, moi, je pense que c'est vraiment différent quand même. Allez. Du coup, ouais, je voulais juste encore, vu que comme on l'a dit au début de la vidéo, on a ce club de lecture, donc tu as aussi, Oui. cette passion et donc je voulais, savoir si, par hasard, tu avais envie de partager quelques lectures avec les gens qui vont Ouais, regarder cette j'en vidéo. ai. En fait, je me suis posée devant ma bibliothèque tout à l'heure et je me suis dit, quel livre m'inspire? Et en fait, j'en ai quand même. J'en ai six. OK, c'est parti Du pour le coup, book haul. c'est parti. Alors, moi, je suis pas du tout, c'est ce que je te disais hier, je suis pas du tout dans les lectures liées aux sages-femmes, etc. Enfin, c'est deux passions distinctes et voilà, je lis certaines choses qui sont en lien avec la sage-femme, mais quand même assez peu. Mais voilà, ça marche toujours. Ouais, ouais. Oui, c'est bon. Je vais commencer par mon auteur préféré et le premier auteur que j'ai vraiment lu depuis. En fait, j'étais toute petite, j'étais en vacances, j'avais fini un livre. Enfin, j'avais plus de lecture et on s'est arrêté dans une librairie et je suis tombée, enfin, je devais avoir 11 ou 12 ans, un truc comme ça, et je suis tombée sur un livre de James Rowling. Et je l'ai pris parce que ça avait l'air super bien et en fait c'est devenu mon auteur préféré et je lis tous ses bouquins. Alors c'est pas celui-là le premier que j'ai eu. Le premier c'était Amazonia de lui. Et d'ailleurs c'est toi qui l'as? Non, c'est pas toi qui l'as. Non. Non, je Non, connais je l'ai pas du prêté. tout cet auteur. Donc James Rowling c'est un auteur de thriller aventure. OK. En fait, c'est marrant parce que quand j'ai réfléchi à comment le présenter, c'est un peu, je sais pas si tu te souviens, dans les Total Spies, t'avais toujours, tous les épisodes commençaient par un méchant qui veut Ouais, détruire ouais. le monde. En fait, c'est un peu ça. Bon, en moins enfant, bien sûr, hein, mais il y a toujours un mec qui veut foutre la merde, OK. clairement. Et on suit l'équipe de Sigma avec Il y plusieurs a plusieurs personnages personnages. dedans. Donc Sigma Force, c'est une branche de la CIA aux États-Unis qui enquête sur ça, mais à chaque fois c'est des aventures de malades. Et ce mec, en fait, il est vachement, enfin, il s'intéresse vachement aux trucs d'aventure, aux trucs scientifiques, et du coup, il intègre beaucoup, beaucoup de choses vraies dans ses romans. Mmh. Et en fait, à chaque fois, à la fin de ses romans, tu as vérité ou fiction. Et il te dit qu'est-ce qu'il a tiré de la réalité, qu'est-ce qu'il a lui-même inventé, qu'est-ce qu'il a un peu déformé. Et c'est trop intéressant. Et le Amazonia, bon, celui-là, c'est un
quelconque, on va dire, mais le Amazonia, il reste vraiment dans mon cœur. En fait, ça part d'un mec, donc c'est une équipe de scientifiques qui est partie à beaucoup d'années se balader en forêt amazonienne, enfin se balader, Ok. aller faire des tests sur les plantes et tout, et ils sont portés disparus depuis, on les a jamais retrouvés, et un jour, je sais plus combien d'années après, mais un bon paquet d'années après, il y a un mec qui réapparaît, et c'était un mec qui de base était amputé du bras, et il réapparaît, et il a ses deux bras. Et on se dit, ben non, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et donc là, tu te dis, ah, ça va être un peu fantastique et tout. Et en fait, c'est génial, c'est génial. Il Ok. arrive par trop de moyens à te dire, putain, mais ça pourrait vraiment arriver, c'est un truc de ouf. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je l'adore celui-là. Et dans tous ces bouquins, c'est toujours le même procédé, hein. Bon, pour ça, au fur et à mesure, tu commences à t'habituer. Mais Ouais. il arrive toujours à faire comment, des liens avec la science et tout. C'est un des liens. Attends, je coupe, mais voilà. Donc ça, c'est mon auteur chouchou que je lirai jusqu'à ce qu'il arrête d'écrire des bouquins. Ensuite, moi, je suis très romantique, Ok. très très romantique. Dans le genre, ça c'est Marc L'horizon à Lévy! l'envers. C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, mais qui m'a tellement marquée quand je repense aux émotions qui m'ont traversée pendant ce bouquin. J'ai qu'une seule envie, c'est de relire, et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'en fait, c'était ma maman qui l'avait, et donc je l'ai acheté. On fera peut-être une lecture commune Ouais, je suis trop chaud sur en ce fait parce bouquin. que ça me donne envie là. Il est vraiment génial. C'est trop bien. Ça parle aussi de science. Je sais pas si je vais peut-être pas lire les résumés, ça va être peut-être un Ouais, peu non. long. Mais en gros, c'est Mais, trois potes mais en tout cas, ça a l'air trop bien. scientifiques. Ouais, ils sont scientifiques et en gros, ils se posent la question de mettre toute la mémoire et tous tes souvenirs et toute ta personnalité sur un ordinateur pour pouvoir te retransférer dans un autre corps plus tard si jamais il t'arrive quelque chose. Et Chelou. ça, mêlé à l'histoire d'amour, c'est trop pour mon petit cœur, vraiment. Rester dans le thème de l'amour, t'en as déjà parlé, mais lui, je l'aime trop. Ouais. Normal People, vraiment. Moi, je crois que je suis trop une romantique dans l'âme, mais genre vraiment une très très grande romantique. Et amour un peu torturé quand même, parce que Mm. clairement, c'est le cas ici. Mais j'adore ce bouquin Mais en et fait, il ce est trop livre, bien. il est Donc, vraiment je vais te bizarre parce qu'au début, t'es là un peu. Enfin, En fait, Ouais, moi, ce que j'ai ressenti dans ce livre, c'est que je trouvais ça étrange. Enfin, ça me mettait dans un état émotionnel bizarre, mais j'avais quand même ouais, toujours envie de continuer de lire. J'avais toujours ouais. envie de me remettre dedans et tout. Mais moi, je trouve que le titre, en fait, c'est exactement ça. C'est pas une histoire d'amour qui est romantisée comme jamais. C'est juste deux personnes normales qui ont chacun leur vie et leurs émotions, qui acceptent pas forcément leurs émotions. Et du coup, Mm. ça crée des malentendus, des trucs, mais qui peuvent arriver dans la vraie vie. Et du coup, ça, moi, j'ai trop aimé, justement. Ouais, c'est Et vrai. j'étais un peu gênée, mais moins quand même que toi, Elise, je pense, de le lire. Mm. Je sais pas. Après, moi, ce qui m'a aidé, c'est que pour celui-là, j'ai souligné, réagi en temps réel sur chaque truc. Et ça m'a fait du bien, je pense, de Ouais. pouvoir partager À chaque fois, avec j'étais juste là, une page. non, mais what? Exactement, exactement. J'essaie de retrouver des trucs, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Je mettais des cœurs, des what? Genre, PTSD, genre des trucs comme ça. Bref, voilà. Du coup, ça, c'est une petite Ouais. pépite. Mais J'adore. Et franchement, celui-là, ouais, il faut le lire, hein. Il faut le lire, la ouais. série, je crois que c'est la meilleure Ouais, ouais, adaptation. la série était aussi incroyable, ouais. C'est une pépite, la cinématographie et tout. Ensuite, j'ai pris un livre de la saga de Lois Lowry. Donc là, Mhm. c'est Le Messager. Il y en a trois. Il y a Le Passeur, Le Messager et Le Fils. Trois livres qu'on peut lire séparément. Ouais. C'est des livres de base qui sont écrits, je pense, pour les enfants pré-ados. Mais en fait, il y a plein de... Enfin, c'est vachement philosophique, je trouve, Mm. quand tu lis en tant qu'adulte et tu découvres plein d'autres choses quand tu es adulte que quand tu es enfant. Euh, et j'adore, c'est un peu mystérieux, il y a toujours une leçon à la fin et j'ai trop trop aimé les trois. Et ça se lit super vite, donc, et ça fait vraiment réfléchir. Et moi j'ai toujours, à la fin de chacun, j'ai versé ma petite larme, donc c'est que ça marche quand même. Je suis un peu sensible, mais ça marche quand même. La passion, on la Ouais. présente plus, je crois, hein. Voilà.
La passe Je sais miroir, même pas la si saga. finalement j'en ai parlé dans ma première vidéo ou pas, finalement. Je sais plus. Si, je crois que tu en as parlé. Je me demande si j'ai pas genre juste fait un post sur Insta. Je suis pas sûre que j'en avais Ah. parlé. Mais vas-y. Ben, la passe miroir, du coup, on suit Ophélie qui est, donc, c'est dans un monde où le monde a explosé en plusieurs arches. Et Ophélie, elle vit sur l'arche d'Anima. Donc sur chaque arche, il y a un pouvoir un petit peu pour chaque personne. Chaque personne a une capacité. Et Ophélie, elle passe les miroirs. Donc elle peut, si elle a mémorisé qu'il y avait un miroir dans mon salon et puis un dans ma chambre, bah, elle peut passer. Et elle est liseuse aussi, donc elle lit les objets. Donc quand elle les touche sans gants, et ben elle peut voir tout ce qui s'est passé avec les personnes qui les a touchées avant. Et elle est mariée de force à Thorn qui habite sur le pôle. Et Thorn, c'est le grand gaillard très froid qui a pas l'air sympa de prime abord, mais c'est une petite crème quand même. Voilà. Du coup, 4 tomes. Le premier, c'est plus de l'introduction pour découvrir le monde. Et après, le 2, c'est ouf. Le 3, Ouais, c'est ouf. Et le 4, c'est ouf. ouais. Et Non, franchement, franchement, cette je suis saga grave, hein, était parce que je assez suis encore en incroyable. train de me dire, j'ai envie de les relire, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment C'est genre abusé. si vous avez aimé Harry Potter, enfin vous allez Mais clairement, clairement. adorer ça quoi. D'ailleurs, mais c'est dingue parce que du coup, je les ai lus 2 fois, mais ça me Mm. dérangerait pas de les lire chaque année, vraiment. Ouais, Sauf que 4 tomes de 500 pages, 100 pages à ouais, c'est chaque ça. fois, ça prend beaucoup. Enfin, Mais moi voilà. j'aimerais bien relire le 2 et le 3. Ouais. Après, le 4 je suis pas sûre. J'ai été moins séduite par le 4 que vous, en fait. Oui, mais parce que tu. Non, non, non. J'allais dire parce que tu l'avais jamais lu, mais moi non plus, j'avais jamais lu le 4. Je pense que tu as un regard différent parce que tu te souviens un petit peu de ce qui s'est passé et du coup, tu as un regard différent sur le bouquin. Ouais, je sais pas. De toute façon, tu veux pas relire que le 2 ou 3, c'est nul. Faut tout relire. Non? Ouais, c'est vrai. Mais Et clairement, enfin, moi, pour terminer, le 2 c'était clairement mon préféré, je pense. ouais. Moi, le 2 ou le 3 je sais pas. Je Difficile pense de que te dire. le 2 pour l'action et moi le 3 et le 4 pour le love. Ouais. Ouais, le 3 était quand même trop bien. Ouais. Et le 3 pour la Et pour découverte finir, de ce nouveau monde. Ah ouais, bon, vas-y, on passe à autre chose. un palais d'épines et de roses, je fais trop genre il est en anglais, je l'ai lu en anglais, mais pas du tout, je l'ai lu en français et je pense pas que je réussirai à le lire en anglais un jour. J'espère, hein, parce qu'il est trop beau. J'ai voulu l'acheter en français, mais la couverture elle est super chum, vraiment, c'est trop moche. Elle est trop moche, Moi je mais suis ils sont trop moches les livres trop moche. Ils les font même pas en poche parce que je me suis dit, allez, c'est pas grave, je les achète en poche. Il est moche, mais petit, c'est moins grave qu'un moche grand. Donc voilà, mais du coup, je vais quand même tout les acheter en anglais et je les lirai sur ma Kindle. Voilà. Bref, mais du coup, c'est un palais d'épines et de roses. Trop, trop bien. Là, c'est une saga de Sarah J. Maas et c'est du fantastique aussi. Et c'est vraiment très, très cool. Tu t'en avais déjà parlé, toi? Non. Je pense pas. Mais du coup, c'est comment Ferré, je sais pas trop comment on dit son prénom, Faire. euh, qui est, oh là là, je sais même pas comment expliquer. En Alors, gros, attends, je vais essayer de me le tenter. monde, C'est vas-y, Père qui est une humaine qui vit dans la pauvreté avec toute sa famille. ouais, Et en fait, dans ce monde parallèle, il y a des humains et des immortels qui sont ouais, séparés par un mur. Et les humains ne doivent pas aller chez les immortels parce que les immortels ouais, c'est ça. potentiellement ont envie de les tuer. Et elle se retrouve par je ne sais pas quel moyen à tuer un immortel et donc de se faire emmener de force dans le monde des immortels. Ouais, pour Chez, payer un euh, peu sa dette de vie. Ouais. chez Et du Tamlin, coup, c'est la découverte. T'as dit quoi? chez Tamlin, l'immortel Tamlin. Exactement, chez Tameline et Lucien. Ouais. Hi! Mais Coucou. c'est trop bien. C'est quand même un monde qui est bien écrit, je trouve. Et Ouais. ça change un peu enfin, moi, de ce que j'ai l'habitude de lire en termes de fantastique. J'avais l'impression que Ouais. j'avais jamais lu des trucs où ils ont des pouvoirs ou des trucs comme ça. Enfin, oui, la passe miroir, il y a, mais je sais pas, la passe miroir, c'est plus.
peux plus m'identifier. Alors que là, un palais défilé de roses, c'est encore plus fantastique, j'ai l'impression. Ouais. Ben, en fait, le monde est Plus... très bien construit, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, 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 c'est très très bien construit. Et évidemment, bon, le un de nouveau, c'est de l'introduction. Le 2 pépite. Le 3 pas mal, mais voilà. Et le 4 c'est un petit épilogue. Il est tout Ouais. petit pour faire un peu la transition avec le 5. Et le 5 il faut que tu le lises, Julie, vraiment, il Mais faut que moi, tu y moi, arrives. j'avoue, j'ai T'en es où là? abandonné au 3. Non! Oh, non, tu peux pas faire ça, vraiment. Le dernier, oh, vraiment, je pourrais Mm. juste relire le dernier. Tellement il était génial. Mais, Et en fait, l'actrice, elle écrit sur chacun des personnages. Donc là, les 5 premiers tomes, c'était plus sur Fer et on va pas dire qui. Et le dernier, c'est sur Nesta, donc sa sœur. Et Fer, elle a encore une autre sœur qui est Hélène. Et il me semble qu'elle est en train d'écrire là en ce moment un tome sur Hélène, sur sa vie ok. à elle. Et Et donc tu vas être c'est peut-être intéressant parce qu'elle, contente ou déçue, mais ils sont en train de faire un film sur le premier. mais je suis trop contente. J'ai peur, mais je suis très contente. Et tu sais que Sam Egan, le mec qui joue dans Outlander, qui joue Jamie, il va sûrement jouer dedans. Quand on lui a posé la Non! question, il a dit We will see. Putain, imagine, c'est... Tu sais qui? C'est amené. Non. C'est vrai. On voit pas grand chose. Attends, je vais allumer la lumière. Ah non, mais moi, j'espère que c'est pas Tamlin, justement. Ah oui, moi aussi, j'espère que c'est pas Tamlin. Mais À la bon, limite, Lucien, mais le problème, c'est qu'il ressemble pas aux autres. ouais. Physiquement, Oui, si! on verra. Ok. Et surtout, parce que faire une de ses passions principales, c'est la peinture. Moi, j'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont lui faire peindre. Et parce que dans le livre, c'est décrit comme des trucs exceptionnels. Enfin, surtout quand elle est du côté immortel, quand même, elle utilise des couleurs de fou, des trucs. Et je me demande comment ça va être retranscrit. Est-ce que ça va être réussi, quoi? Ça fait un peu peur quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra. So, Ah. J'espère que ce sera une série quand même. Ça mérite que ce soit une série plutôt qu'un film. ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à présenter? Non, c'est tout. C'était déjà pas mal. Les petits Ouais. livres. Ça représente un peu mes goûts de lecture. Ok, trop Romantique, bien. fantastique. Trop bien, trop C'est bien. un peu, Ben, voilà. en tout cas, un grand merci. Ben, merci à toi. C'est hyper C'était cool. intéressant, t'as bien fait ça.